Bonjour et bon dimanche. Merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de Politiquement Incorrect. 3 sujets au menu de cette édition ce dimanche. Le régime des libertés sera passé au scanner. Y a-t-il une politique de 2 poids 2 mesures? On en parle ce dimanche à la faveur des manifestations qui étaient annoncées par quelques formations politiques ce week-end. En deuxième thématique, nous évoquerons la question du recensement de la population. Quel peut être l'impact de cette opération sur le processus électoral, 2019 étant une année électorale au Cameroun? On en parle avec nos invités ce dimanche et nous parlerons également de la dette publique qui en 4 ans a explosé. L'information a été rendue publique par les ministères en charge des finances du Cameroun et nous questionnerons l'utilisation de l'enveloppe jusqu'ici contractée auprès des bailleurs de fonds et son impact sur le processus de développement dans notre pays. Pour parler de ces 3 sujets d'actualité, des invités nous ont rejoints ce dimanche. Je vais commencer, tout seigneur, tout honneur, par la seule dame autour de ce plateau, Maître Adeline Djongan. Elle est avocate inscrite au barreau du Cameroun. Elle est également issue du Social Democratic Front, le parti de la balance. Maître, bon dimanche et merci d'être venu. Merci Yves Sandou de votre invitation. Je dis bonjour à tous les téléspectateurs et je dis bonjour aussi aux copanélistes. Et surtout, j'adresse mes vœux les meilleurs à tous. Juste à proximité de vous, maître, on a le docteur Raymond Adengoyo. Il est juriste, il est également universitaire. Merci d'être venu ce dimanche. Je vous remercie Yves de me renouveler votre confiance et je voudrais dire tout le plaisir que j'ai d'être associé à cet amphithéâtre de débat avec tous les panélistes que vous avez eu le soin de bien choisir. Je vous remercie. Juste en face de vous, on a le militant de la première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il s'agit de Luther André Meka. Il est universitaire, issu de la formation politique au pouvoir, le RDPC. Merci d'être venu ce dimanche, Luther. Je vous remercie de m'avoir invité une fois de plus à cette émission. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les milliers de téléspectateurs qui nous regardent et de saluer particulièrement Sa Majesté Fondjo David II, chef supérieur Futuni, et Sa Majesté Dissake, chef canton Djombe Penja. C'est un plaisir de participer à ce débat. Alors pour compléter ce panel ce dimanche, on a donc Tia Suebo, qui est membre de la société civile. Il est entrepreneur et journaliste de formation. Merci d'être venu ce dimanche. C'est un honneur, M. Sanjon, d'être parmi vous ce dimanche. On va donc commencer rapidement avec vous, André Luther Meka. Sur les questions des libertés au Cameroun, on avait des manifestations qui étaient projetées pour samedi dernier. Certains n'ont pas pu se tenir. Interdiction oblige des autorités compétentes. Sur cette question très précise, puisque c'est cela qui a débouché sur les interpellations de quelques militants d'une chapelle politique aujourd'hui, pour ne pas citer cette chapelle, le MRC, y a-t-il une politique de 2 poids 2 mesures pour ce qui concerne les manifestations publiques dans notre pays? Non, je ne pense pas qu'il y ait une politique de poids 2 mesures. Il faut d'abord voir quel est, n'est-ce pas, le motif de la marche. Et lorsque vous parlez de 2 poids 2 mesures, c'est d'abord par rapport à l'actualité ambiante. Parce que ceux qui demandent à marcher sont effectivement ceux qui sont illégaux, puisque l'objet est illégal. Il s'agit effectivement du hold-up électoral. Et tout le monde sait, tous les Camerounais savent qu'il n'y a pas de hold-up, puisque le président Paul Biya a été plébiscité à 71% par tous les Camerounais. Donc l'objet même de la marche est tout à fait illégal. Au-delà de l'objet de la marche, il y a du fait qu'effectivement, nous avons constaté, lorsque vous faites la sociogénèse et l'analyse diachronique de toutes les marches, que ce soit en 1945, que ce soit en 1990, que ce soit en 2008, vous pouvez examiner cela, que toutes les marches au Cameroun sont accompagnées de casses et qui sont véritablement des pertes pour des Camerounais. Pourquoi il y a des casses? Et nous avons constaté que la plupart de tous ceux qui sont instrumentalisés, c'est la masse critique des sans-emploi. Et ces sans-emploi, les partis politiques qui sont des entrepreneurs, n'est-ce pas, de l'illusion, leur vendent le plein emploi. C'est-à-dire que s'ils arrivent au pouvoir, ils vont donner l'emploi à tout le monde. Et ces sans-emploi, donc, se convertissent dans les marches à travers ce que j'ai appelé l'économie de la marche, parce que les hommes politiques qui sont des entrepreneurs politiques payent, n'est-ce pas, ces oisifs
payent ces sans-emploi pour pouvoir casser et pour pouvoir se faire entendre. Et à ce niveau-là, le législateur, notamment même l'administrateur, doit prendre des mesures conservatoires qui lui permettent, n'est-ce pas, d'assurer l'intégrité, la stabilité et la protection des personnes. Donc, nous sommes là dans un cas assez atypique parce que les Camerounais n'ont pas la culture de la marche pacifique. Parce qu'il faut le dire, toutes les marches, vous pouvez regarder, toutes les marches se sont accompagnées de casses. Et je crois qu'aujourd'hui, la France, qui est l'un des pays les plus démocratiques, d'après ce que disent leurs médias, a copié le modèle camerounais, puisqu'ils ont effectivement mis sur pied la loi anti-casseurs. Parce qu'exactement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, il y a eu également des pertes énormes. Donc, il s'agit de la sécurité des Camerounais, il s'agit également de la stabilité, n'est-ce pas, des Camerounais, parce qu'on ne peut rien faire sans la paix. Maître Adeline Ndiongo du SDF, vous qui avez très souvent souhaité des manifestations qui ont été très souvent interdites, vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures? Non, je dirais tout simplement qu'il y a une politique de 2 poids 2 mesures et je vais m'expliquer à cet effet. Parce que quand M. Meka dit que les manifestations sont souvent suivies de casse, moi je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Et quand il parle de l'objet de la manifestation, et je prendrai un cas patent, le cas de la demande de manifestation, la déclaration de manifestation de l'honorable Ninthieu pour le 23 janvier, cette déclaration portait sur le scandale de la CAN. Le scandale de la CAN n'est-il pas une réalité au Cameroun? N'est-il pas un fait réel? C'est un fait réel. Il y a eu le scandale de la CAN. Mais maintenant que des gens marchent pour dénoncer et dire non à l'impunité, qu'on laisse aussi. Et moi je pense aujourd'hui que quand on lit la loi de 90, c'est la déclaration. Ce n'est pas il ne faut pas une autorisation. Ça veut dire que tu fais une déclaration et quitte à l'autorité administrative, hein, voilà, de prendre ta déclaration, il te délivre un récépissé et maintenant tu donnes l'itinéraire. Tout ce qu'on devait faire, c'est encadrer ces personnes qui marchent. Parce que moi je dis le plus souvent, c'est cette frilosité du pouvoir en place, c'est qui fasse que à un moment donné, les gens se mettent à marcher, mais vous voyez les policiers, au lieu de venir encadrer cette marche, on se met directement à la répression, on se met à intimider les autres. Je prendrai par exemple le cas du 23. Je vais vous décrire un peu comment ça s'est passé. Quand l'honorable Ninthieu arrive à la douche, il est devant l'immeuble Batirama. Devant cet immeuble Batirama, il n'y a pas une foule ou quelqu'un qui prend un caillou ou quoi que ce soit et agresse la population ou casse quoi que ce soit. Mais dès que les policiers arrivent, il était là avec l'honorable aussi. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on lui dit, vous allez monter dans un car. On le porte comme un vulgaire délinquant pour le mettre de force dans un car. Et quand le maire, Achira Zembaki, l'adjoint au maire le 5e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de la 3e, intervient, il y a une vidéo, et j'ai cette vidéo, on se met carrément à le tabasser. À un moment donné, ce sont ces forces de l'autre qui amènent les populations à se révolter. Parce que voilà quelqu'un, il n'a pas cassé, il n'a rien fait. Moi, on lui interdit, on lui dit tu n'avances plus. Si vous avancez, on va tirer. Et ce même jour, à la douche, après ils ont commencé à tirer en l'air. Et après on a lâché les gaz lacrymogènes. En ce moment, est-ce que le 23, y a-t-il eu des casses? Y a-t-il eu des affrontements? Est-ce que quelqu'un allait et casser quoi que ce soit pour qu'il y ait cette répression aussi horrible et terrifiante de la police? Non. Tia, vous avez le sentiment qu'on a reculé en matière d'expression des libertés dans notre pays avec ces interdictions tous azimuts observées depuis quelque temps? Alors, je ne vais pas regarder dans le même sens que vous du fait quand même qu'il y a une chose que les Camerounais doivent retenir. La souveraineté substantielle d'un État est aussi ses hommes, son armée, la paix même dans ces pays-là, et ainsi de suite. Et le Cameroun est gouverné par un chef d'État, et cet chef d'État a pour responsabilité justement de faire régner la paix dans son pays.
Alors, à partir donc du moment où les hommes et les femmes ont été intellectuellement incapables de résoudre un problème qui date depuis un moment, ce qui peut s'installer ne peut qu'être le chaos, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté de l'opposition de notre pays. Voilà, en principe, je ne vais donc pas essayer de voir si la liberté est bafouillée dans notre pays. Je vais plutôt regarder la démarche qui est le plus souvent entreprise, soit par les manifestants, ou soit nous forces de l'ordre ou les autorités administratives. Voilà en principe la situation. Alors, si vous avez annoncé tout à l'heure que je faisais partie de la société civile et puis entrepreneur. Et lorsque vous parlez, vous prononcez le mot entrepreneur, vous comprenez tout simplement que je suis celui-là qui joue pour l'emploi de la jeunesse camerounaise, qui joue pour l'évolution de notre pays. Et on ne peut donc pas construire un pays en cassant, on ne peut pas construire un pays dans le désordre. Nous avons atteint un niveau où il faut que les Camerounais essaient d'être l'exemple, d'être un pays exemple dans la sous-région, parce que regardez un peu autour de nous, vous allez voir le Tchad, le Gabon, vous allez voir la République centrafricaine. Ils prennent le Cameroun comme le pays là qui doit être quand même le père de la sous-région. Et s'il faut donc que nous montrons cet exemple là dans le désordre, que ce désordre soit du côté des forces de l'ordre, les autorités administratives, ou soit du côté des manifestants, moi je condamne cela parce que nous devons vivre en paix, tout simplement. Ce pays nous appartient tous et nous devons donc le construire ensemble. Docteur Raymond Ngoyo, avant d'évoluer, je rappelle que cette émission admet l'interactivité. Vous pouvez donc réagir uniquement par SMS ce dimanche et apporter votre contribution au débat. Alors docteur, est-ce que ce qui s'est passé jusqu'ici ne remet pas en cause la mise en application du régime des libertés au Cameroun? Bien entendu, les faits parlent d'eux-mêmes. Comme on dit en latin, res ipsa locita locito. Ça veut dire les faits parlent d'eux-mêmes. Ce que moi je décris simplement, c'est le manque d'honnêteté intellectuelle de certaines personnes. On peut bien être dans un parti politique, mais il faut quand même qu'on soit honnête, parce que l'honnêteté, c'est la valeur la mieux partagée. Quoi qu'il en soit, on va le dire de façon réelle, il existe une politique de 2 poids 2 mesures. Parce que le problème au niveau de la manifestation, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas l'objet qui fait le problème. En réalité, c'est que les autorités administratives procèdent par des alibis. L'alibi, c'est quoi? L'ordre public. Cet ordre public qui, malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, n'est défini dans aucun texte de loi, ni dans la Constitution et autres. Alors, si on va de manière traditionnelle, quand on parle de l'ordre public, on voit la sécurité, on voit la salubrité, on voit la tranquillité. La question qu'il faut se poser, en quoi est-ce qu'une marche peut empiéter sur la salubrité, sur la tranquillité publique? C'est à partir de là. Et puis quand on regarde, la plupart des marches, des manifestations qui ont été autorisées, quand même, il faut s'interroger. Ce sont des manifestations qui relèvent d'un parti bien précis, bien connu. Ça, c'est clair. Les autres, à chaque fois, on leur fait un procès d'intention, on oppose déjà une fin de non-recevoir, disant que l'objet n'est pas légal. Non, ce n'est pas ça le problème, Yves. Le problème, c'est qu'il faut que, dans notre État, on sache ce que c'est que réellement l'État de droit. Le principe en matière de manifestation, c'est la liberté. L'exception vient simplement lorsque cette manifestation peut causer un trouble à l'ordre public. Mais encore faudrait-il qu'on définisse vraiment cet ordre public. Et quand vous voyez, même la manifestation est haute. Dans la Constitution, on dit que tout individu a la liberté d'expression. À partir de la liberté d'expression, l'expression de quelque chose peut procéder soit par une manifestation, soit par une marche, soit par une réunion. Vous voyez, donc il faudrait qu'on essaye d'aller, on fasse un pas en avant vers le principe de démocratie, vers le principe des libertés. Et comme l'a si bien dit Maître, en réalité, quand vous déclarez votre intention de manifester, l'autorité doit prendre les mesures nécessaires pour vous accompagner parce qu'effectivement, dans votre marche, il peut y avoir des infiltrés qui ne sont pas généralement de votre obédience, qui ne partagent pas souvent votre cause, mais ils en profitent. Mais encore même là, il faut s'interroger. Parce que lorsqu'ils s'infiltrent déjà pour en profiter, il y a un problème, c'est que les gens en ont ras le bol. Ils en ont ras le bol. Alors vous voyez, nous sommes dans un système où on contient des gens, les gens sont étouffés. Alors lorsqu'il y a une petite occasion,
C'est là où vous voyez comment les gens se manifestent d'une manière, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a un malaise. Le malaise, c'est que même la liberté reste encore jusqu'à présent bien épinglée, quoi qu'il en soit. Même si nous sommes en 2019, cette liberté reste épinglée, il faut le dire. Vous allez réagir. Luther Mécan, tout à l'heure, dans votre démonstration, vous sembliez indiquer que très souvent, ces manifestations sont interdites parce qu'on craint des débordements, du fait que la masse critique qui est jeune et qui est au chômage peut facilement être instrumentalisée. Mais on a l'impression que ce n'est valable que quand il s'agit de l'opposition, quand il s'agit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui projette des marches pour dire merci au président de la République. Il n'y a pas ce type d'approche. Disons que l'opposition a souvent des intentionnalités malsaines. J'ai été un leader d'étudiants, j'ai été à l'époque à l'université, voté par près de 10 000 étudiants. Et pendant la grève des étudiants, il y a des étudiants qui avaient entrepris de faire la grève pour les meilleures conditions de travail et autres, pour pouvoir, n'est-ce pas, faire en sorte qu'il y ait un rabais des coûts de pension. Mais au deuxième jour de la grève, on a constaté que les pancartes qui sortaient, c'est que Biya must go, Paul Biya doit partir, et que nous avons ras-le-bol de ces régimes. Alors, vous voyez qu'il y a eu un saut qualitatif, thématique, sur les causes de l'étudiant vers les causes politiques. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il s'agit des manifestations. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un chemin, mais 1000 voies. Parce que certaines viennent pour casser, d'autres qui viennent régler des comptes. Et j'ai fait une anamnèse de toutes les casses qu'il y a eu lorsqu'il y a souvent, n'est-ce pas, les marches. Ces cas sont des cibles bien précises, bien établies. Vous allez voir que lorsque la casse commence, les noms commencent à sortir des gens qu'on doit casser, les itinéraires commencent à changer et ça devient très compliqué. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a un problème, n'est-ce pas, de formation et de mentalité dans la culture démocratique au Cameroun. Et je vous mets au défi. D'ailleurs, vous avez vu les marches qu'il y a eu exactement dernièrement avec le fameux parti MRC. Vous avez constaté que ici, il y a eu une maîtrise de la situation, mais lorsque leur extension en Occident a marché, on a mis l'ambassade à sac, on a saccagé les ambassades et cela a donné des coûts énormes à l'État. Il faut bien que quelqu'un paye. Il faut bien que quelqu'un assume cela. Parce que lorsque vous parlez de dire 2 poids 2 mesures, mais les preuves sont patentes que lorsqu'il y a des marches, il y a toujours l'insécurité. Il y a toujours l'insécurité. Et c'est ça qui amène l'administrateur à prendre, n'est-ce pas, des mesures conservatoires. Ce que moi je pense, et je l'ai toujours pensé, c'est qu'il est important que les hommes politiques prennent des engagements. Lorsqu'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un qui est en train de régner pratiquement son bras armé, en train de régner, alors que ce monsieur, lorsqu'ils allaient à la casse, a envoyé les salutations fraternelles du leader, comme pour galvaniser les troupes. Aujourd'hui, il règne. C'est une politique de l'autruche. Il faut bien que lorsqu'il y a une marche, que les leaders prennent des engagements fermes, des engagements écrits, pour que, s'il y a des débordements, effectivement, que cela réponde devant la loi. Pour moi, il n'y a pas 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit des marches du parti au pouvoir, ce sont des marches pacifiques. Ce sont des marches qui participent, n'est-ce pas, à encourager les institutions, à encourager ceux qui l'incarnent et à encourager le développement. Lorsqu'elle parle de la thématique sur la CAN, ce qu'elle oublie de dire aux Camerounais, c'est que le SDF a un deuxième vice-président qui est à l'Assemblée nationale. Et ce deuxième vice-président valide le budget de la CAN. Et en commission, quand les ministres reviennent en commission, le vice-président Joshua aussi est en commission et valide ce budget. Quelle est cette hypocrisie qu'on veut faire aux Camerounais? Que vous validez les budgets de la CAN, vous rencontrez les ministres dans les bureaux pour accorder les budgets et vous revenez sur le terrain pour dire que vous faites la marche. Quelle marche d'ailleurs? Quel scandale? Le scandale de Facebook. Moi, je me cesse de répéter que elle est avocate, il faudrait qu'il y ait des preuves qui attestent. Et même quand il y a des preuves, il faut éprouver la preuve, il faut que cette preuve soit vérifiée. Donc, moi, je trouve qu'il y a une comédie politique au Cameroun où on va embarquer les Camerounais vers les chimères. Et le véritable problème, c'est quoi? Le véritable problème, c'est qu'il y en a qui ont décidé de mettre le Cameroun dans le segment du désordre, de l'instabilité, pour pouvoir, à partir de la rue, prendre le pouvoir. Et
tous ceux qui sont avisés, tous les Camerounais avisés, tous les Camerounais qui nous regardent, ont dit non à ce signal. Et c'est pour ça que ces marches sont de plus en plus isolées. Parce que, souvenez-vous que dès lors que l'année a commencé, il y a des parents qui envoient les enfants à l'école. Il y a des enfants qui sont dans des écoles de formation. Vous avez suivi un entrepreneur qui a déjà lancé un budget sur son travail. Les employés sont en train de travailler. Un parti politique ne peut pas venir parce qu'on a besoin du pouvoir par la rue, mettre le désordre et que les Camerounais commencent à perdre leurs investissements et que ceux qui sont dans les écoles, qui doivent finir l'année, commencent à être dans le désarroi. Les Camerounais ont dit non et ça se voit. Mais comme ils sont têtus, ils continuent dans la marche de la rue, ça ne marchera pas parce que les Camerounais appellent à la paix, à la stabilité. Moi, je demande que s'il y a des soucis, il y a des instances habilitées à parler des problèmes des Camerounais. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, hein, le SDF est à l'Assemblée nationale, le SDF est au Sénat, le SDF est au Conseil constitutionnel. Le débat peut se déporter là-bas. Mais ce débat qui est dans la rue est un débat qui est un péril pour le Cameroun. Parce que comme vous le constatez, il y a un ordre mondial que nous sommes en train de voir. Et l'ordre mondial, c'est quoi? C'est que les gens, ceux qui sont des prédateurs, qui sont pratiquement en crise en Occident, veulent piller les richesses. Hein? Vous allez voir au Venezuela, il y a un président autoproclamé. Vous allez voir au Gabon, il y a un président autoproclamé. Vous allez voir, n'est-ce pas, à RDC, en République démocratique du Congo, il y a des présidents autoproclamés. C'est un ordre mondial où l'ordre mondial a décidé de mettre des pions dans chaque pays pour pouvoir sucer les richesses et traire, n'est-ce pas, tout ce que nous avons de bien. Et les Camerounais qui sont intelligents ont décidé, effectivement, de ne pas laisser libre cours à ce genre de machination. C'est pour ça que non seulement les Camerounais ne suivent pas ces entrepreneurs du chaos, mais les Camerounais continuent effectivement à vaquer à leur occupation parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est la stabilité de notre pays. Maître Adélie Longan, Luther Beka semble indiquer qu'il y a pourtant des voies pour faire entendre les revendications qui sont dans le cadre régalien et semble révéler que votre formation politique a plusieurs leviers et qu'il faudrait peut-être éviter la comédie dans laquelle le SDF semble nous plonger. Oui, je vais y répondre, mais avant d'y répondre, pour démontrer à M. Meka qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures de tout temps. Et depuis que nos amis est là, et de tout temps, depuis la création du SDF, je n'ai jamais vu une manifestation, une déclaration de manifestation du SDF être autorisée ou être acceptée. À toutes les fois, on nous oppose une fin de non-recevoir. À titre d'illustration, je vous prendrai un cas patent. Le 23 janvier, le SDF fait sa déclaration de manifestation. L'autorité administrative lui oppose une fin de non-recevoir. Le MRC, le 26 janvier, on oppose une fin de non-recevoir. Mais contre toute attente, on ne sait pas quelle alchimie, à Yaoundé, la diaspora annonce de marcher et de soutenir Paul Biya. Le sous-préfet autorise. Et c'est lorsque la région du SDF Centre écrit au préfet et dit, si eux ils marchent, nous allons aussi marcher ce premier. Parce qu'ils ne sont pas plus camerounais que les autres. C'est en ce moment que le préfet se annonce et dit, aucune marche ne sera autorisée, on annule cette marche. Voilà. Le 23 janvier, on oppose une fin de non-recevoir SDF. Le 26 au MRC. Mais contre toute attente, le 30, on autorise le RDPC à marcher. Mais ne prenez plus les Camerounais pour des dupes. Quand on autorise le RDPC à marcher, le RDPC a le droit de marcher. Il a fallu qu'on brandisse une menace. Et que c'est le SDF, la région du centre, qui brandisse une menace pour que le préfet dise, écrive et dise au sous-préfet qu'aucune marche ne peut être autorisée. Et que nous sommes dans une période délicate. Et voilà. Et ça, c'est la preuve de deux poids, deux mesures. Parce que quand c'est le RDPC, parfois on ne respecte même pas le timing légal. Le délai de 7 jours, on s'en fout. Parce que c'est le RDPC, c'est le parti au pouvoir. On dit, ok, ta déclaration, ça passe, on te donne le précipicé. Et quand ce sont les autres, on refuse. Concernant le scandale de la CAN, il a dit que le SDF a plusieurs leviers. Mais je suis contente. Mais il faut aussi le dire aux Camerounais que la FECAFOOT n'est pas une institution publique.
C'est une organisation privée, monsieur Meka. Oui, oui, mais vous avez parlé de la FECAFOOT tout à l'heure, de mon du premier vice-président qui est vice-président de la FECAFOOT. Non, j'ai pas. Oui, vous avez parlé de ça. Laissez-vous, je vais parler. Vous avez dit que la FECAFOOT aussi validait la CAN. Non, monsieur Meka. Ce n'est pas la FECAFOOT qui a donné les marchés de la CAN. Puisqu'à l'époque, c'était la normalisation qui était là. Et ce n'était pas la FECAFOOT. C'est dernièrement qu'il y a eu l'élection de la FECAFOOT, monsieur Meka. Sauf s'il faut le dire aux Camerounais. Et il faut dire aux Camerounais que les marchés, tout le monde a vu Mondovision. Des gens venaient dire que le sac de ciment qui coûte 5200, on le facturait à 17 000 francs. Qui l'a aussi fait? C'est aussi ces députés, ces parlementaires. Non, ce sont des marchés que vous du gouvernement, vous avez attribué à des Camerounais, à des marchés fictifs où des gens font la rose à n'importe, à la tue-tête. Et personne ne sanctionne ça. Et ça aussi, il faut sanctionner cela, monsieur Meka. Parce que nous sommes tous des Camerounais. D'autres ne vont pas s'enrichir dans la poche du contribuable camerounais pendant que nous payons les impôts et d'autres s'enrichissent, monsieur Meka. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne fait rien. Non, le SDF a demandé lors de la dernière session l'ouverture d'une enquête parlementaire par rapport au scandale de la CAN. Et comme vous, du ADPC, votre majorité obèse, vous avez dit non. Mais c'était connu, c'est passé dans les chaînes de télévision. On a demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire. Et ça aussi, il faut le dire aux Camerounais. Et vous avez opposé une fin de non-recevoir. Parce que vous avez une majorité obèse. Et ça aussi, si vous savez que vous avez été correct lors de la gestion, et même du scandale de la CAN, laissez qu'on ouvre une enquête parlementaire et que tout le monde soit au courant de tout ce qui s'est passé dans ce scandale. Monsieur Tiasiebo, vous avez une posture qui est celui de la préservation de l'ordre pour éviter une quelconque destruction. Le pays a suffisamment souffert de ces manifestations qui tournent très souvent au vinaigre. Et pour vous, il faut consolider les acquis, mais la grande question reste celle des libertés qui est défendue dans la loi fondamentale du Cameroun. Comment on exprime son mécontentement dans un environnement comme celui-là en préservant les acquis? Le plateau de ce dimanche me donne l'impression que nous fonctionnons dans la jungle. L'État du Cameroun n'est pas une jungle. Il y a des autorités administratives, il y a tout un appareil et à la tête, il y a un président de la République. Mais avant d'y continuer, je vais d'abord répondre à M. Meka qui est à ma droite pour dire que l'épanouissement d'une entreprise ou l'épanouissement d'un chef d'entreprise que moi je suis est conditionné par une stabilité politique, conditionné par une stabilité sociale et économique. Et à partir du moment où un pays n'est pas politiquement stable, économiquement stable et socialement stable, comprenez tout simplement que les impôts vont être difficiles à payer. Voilà d'abord dans un premier temps ce que nous devons tous reconnaître ici. Et revenant sur l'objet même de la marche, avant de revenir sur votre question, je voudrais dire ici que l'objet de la marche, il y avait deux thématiques qui étaient projetées par le parti, le MRC, qui était la CAN et puis le hold-up électoral. Alors, dans les régions du nord-ouest et voilà, du sud-ouest. Je me pose trois thématiques. Je me pose la question de savoir si les deux partis, c'est-à-dire ceux de l'opposition et ceux du parti au pouvoir, sont véritablement habilités à trancher un tel ou de tels sujets à partir du moment où nous avons un ministère de la Justice qui est en charge de prendre en main un certain nombre de faits, c'est-à-dire que ce soit les faits du détournement, que ce soit des faits d'instabilité politique et autres. Alors, je pense donc que s'il s'agissait donc de la CAN, personne ne va dire ici sur le plateau qu'il n'a pas été au courant de ce qui s'est passé lors des chantiers de cette CAN-là, et je pense que tous les Camerounais ont été au courant quand même qu'un camion de sable coûtait, je crois, 700 000 et un sac de ciment se vendait à pratiquement 16 000 francs, 17 000 francs. Et je pense qu'il y a un président de la République, ce pays a un président et il a la responsabilité, et je pense donc qu'on ne prend pas une décision à la hâte.
Nous avons un président, c'est donc le pourquoi à l'introduction de mes propos, j'ai dit ici que nous ne fonctionnons pas dans la jungle. Il y a un président, il y a quand même une autorité, nous sommes là sous la responsabilité d'un homme qui s'appelle Monsieur Paul Biya, et je pense donc que vous avez souvent vu que ça lui prend souvent du temps. Si on vous disait à l'époque que les Marafa et beaucoup d'autres que vous connaissez devaient se retrouver, où ils se trouvent aujourd'hui, personne n'allait croire. Alors je demande à tous les Camerounais d'exercer parfois un peu de patience. Il s'agit de notre pays. Un chef de famille ne prend pas des décisions comme ça sans réfléchir. Alors, à partir du moment où nous essayons de mettre en place une marche, il faudrait que nous essayions de réfléchir les conséquences de cette marche-là. Vous avez vu ce qui s'est passé à Paris. Vous avez vu ce qui s'est passé en Allemagne et beaucoup d'autres. Quelqu'un à côté de moi a si bien dit, il y a eu des dégâts. Et ces dégâts-là, ça doit se retrouver dans la poche de qui? Ça doit se retrouver dans la poche de l'entrepreneur ou du contribuable que moi je suis. À la fin, qui perd, c'est le Cameroun qui perd. Alors, concernant la liberté d'expression que vous parlez, je continue de vous dire, il faudrait regarder ce que c'est que la liberté d'expression, parce que nous parlons là de la loi de 90 qui régit le rassemblement et puis la liberté de manifester et puis de s'exprimer. Alors, voilà en principe de quoi il s'agit. Il faudrait donc regarder, parce que cet article ou cette partie de notre loi est conditionnée par un certain nombre de faits. Il faudrait donc qu'on essaye de détailler, d'être capable de détailler ce que c'est que nous appelons la liberté d'expression ou soit de manifester, et nous essayons de coller cela maintenant à la marche ou à la demande. Parce que seul l'État et seules les autorités administratives sont capables de déterminer si une marche peut être un problème pour notre République ou cela ne peut pas causer un problème. À partir du moment où vous faites la demande de manifester et que cela est refusé, croyez-moi, nous avons la police, nous avons une gendarmerie, nous avons des services de renseignement et beaucoup d'autres. Croyez-moi, peut-être d'une manière ou d'une autre, les autorités administratives ont sans doute eu des informations que cette marche-là est perturbable ou soit peut perturber la liberté ou le bon fonctionnement de notre pays. Voilà en principe où le problème se situe. Alors, docteur Raymond Dengoyo, est-ce que les motifs d'une manifestation au regard de la loi sur le régime des manifestations publiques au Cameroun peut faire l'objet d'un rejet d'une quelconque manifestation? Que dit le dispositif? Est-ce qu'il faudrait marcher pour un but précis et par exemple, lorsqu'il s'agit d'une marche pour protester pour entre guillemets, les scandales, dit-on, de la CAN ou simplement revendiquer une victoire à une quelconque élection, on se retrouve face à l'autorité qui appose une forme de non-recevoir. Est-ce que la loi prévoit les motifs pour les manifestations publiques? Non, il faut être clair. C'est la loi numéro 90, base 055. Du 19 décembre 1990, régissant les manifestations et les réunions publiques. Quand on lit cette loi, en réalité, il n'y a pas de motif. C'est-à-dire que ce soit la réunion, que ce soit la manifestation, on dit même que c'est libre, quel que soit le motif. Ça, c'est ce que la loi dit. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de motifs qui sont retenus. La seule interdiction, c'est-à-dire la seule exception, c'est lorsqu'on estime que la manifestation ou la réunion publique peut troubler l'ordre public. Et nous sommes revenus en disant, le problème, justement dans un état de droit, c'est le flou juridique. Quand il y a flou juridique, ça devient un alibi. Je cite là pour mémoire le professeur Roger Gabriel Lep, qui avait dit que l'ordre public au Cameroun est un alibi des autorités administratives. Alors lorsque, je ne sais pas, si on essaye d'aller un peu terre à terre, elle dit si ta tête lui plaît, il t'autorise. Ça ne lui plaît pas, il t'autorise. Ça devient un alibi. Ce que nous voulons en droit, c'est qu'on puisse vraiment codifier, qu'on puisse réglementer, quitte à ce qu'on dise, voilà les motifs qui sont admis et voilà les motifs qui sont exclus. À partir de là, on peut savoir ce qui est permis et ce qui est proscrit. Donc Yves, je pense que voilà le véritable problème de cette loi. La loi jusqu'à présent, elle ne dit rien sur les motifs. Bon, maintenant, nous voulons bien savoir ce que c'est que l'ordre public. Parce qu'on dit c'est pour l'ordre public. Et même quand l'autorité administrative estime qu'il peut y avoir tout l'ordre public, ce n'est pas forcément d'abord l'interdiction qui est la première mesure.
La première mesure, c'est d'abord la délocalisation, le changement de l'itinéraire. C'est ce que la loi dit. C'est le premier tiret. On commence d'abord par changer. Il peut proposer un autre itinéraire. Au regard peut-être de l'itinéraire annoncé qui peut prêter peut-être à la confusion. Il propose d'abord de changer. Avant maintenant d'interdire. Mais nous, on saute directement pour une interdiction sous le prétexte qu'il y aura un trouble à l'ordre public. Non. Et puis je vais encore dire finalement que c'est de mon droit de manifester. La manifestation n'est rien d'autre que l'expression de mon sentiment. Yves, alors si on m'interdit déjà d'exprimer mon sentiment, c'est que je ne vis plus. Je deviens automate. Je deviens une machine, un robot. Alors oui, si les gens estiment, parce qu'en réalité, ce que les gens oublient, c'est que la marche peut être juste une sonnette d'alarme. La marche peut être une alerte donnée. La marche peut être un appel de conscience. La marche n'est pas toujours pour demander des casses. Non. Si on marche pour un hold-up, on marche pour que le scandale de la CAN, c'est pour dire à la haute autorité administrative que s'il te plaît, regarde ce qui est en train de se passer ici. Parce qu'on est sûr que si vous prenez le canon normal, c'est-à-dire que vous partez, vous demandez une audience au président de la République pour tel motif, je suis sûr qu'il ne va jamais recevoir cette audience. Ses collaborateurs ne vont jamais lui en faire part. Donc du coup, qu'est-ce que les gens font? Ils sont obligés de marcher parce que là au moins, en marchant, non seulement les gens se soulagent, mais aussi ils appellent à la conscience des autorités du gouvernement que bon voilà, il y a telle situation, prenez. Et nous savons ce que c'est. Et pour finir Yves, n'oublions jamais, parce que en droit, les gens oublient que il y a certes le mandat représentatif, souveraineté nationale, mais il y a aussi la souveraineté populaire. Et quoi qu'il en soit, c'est le peuple le seul détenteur du pouvoir. Ça veut dire, nous avons tous vu le printemps arabe, ça nous a édifiés. Il y avait des autorités qui étaient bien établies, mais le peuple a dit, nous, à partir d'aujourd'hui, on ne vous veut plus. Ça procède à un mandat impératif. Vous voyez, le mandat représentatif qui dit que la souveraineté nationale est exercée par le peuple camerounais, qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants élus, ne veut pas dire qu'il y a décès du mandat impératif. Le peuple peut décider lui-même de s'auto-saisir de ses affaires, parce que ce sont ses affaires. Il faut bien qu'on le comprenne. Donc, voilà un peu ce que je voulais apporter sur la question. Luther Meka, vous allez réagir. Je vais évacuer quelques SMS au pif comme ça. Non, hold-up électoral est-il anti-BIA? C'est Ligio de Yaoundé qui nous a écrit ce message. Bonjour à vous, bonjour au panel. Lorsqu'on doit appliquer la loi, elle doit s'appliquer à tout le monde. Que dit la loi sur le faux et usage de faux? J'ignore si c'est un recadrage avec la thématique inscrite à l'autre jour. Bonjour le panel. Dites à M. Meka de ne plus jouer avec nos nerfs. Voilà, nous vivons avec moins d'1 € par jour. C'est Emédia de Douala qui a écrit ce message. Je vais évacuer également cet autre SMS. Meka parle d'un plan mondial de déstabilisation, mais il oublie que même lorsque... Vraiment, j'ai du mal à déchiffrer la chute de votre message. Luther, vous allez certainement prendre la parole. Il y a un problème, visiblement, de fond. Comment on concilie les manifestations publiques au Cameroun et l'urgence ou l'impératif du maintien de l'ordre public? Comment on fait? Disons que je l'ai énoncé de prime abord, et je crois que au-delà de la manifestation de son sentiment ou de ses opinions, il y a également une volonté de la préservation de la paix et de la stabilité. Maintenant, la question que vous posez, elle est pertinente. Comment peut-on marcher et préserver la paix? Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme nous n'avons pas des leaders politiques sincères qui joue avec le peuple, il devient donc évident que les administrateurs prennent des mesures conservatoires. Mais moi, je pense qu'au-delà de l'objet qui est parfois mis dans la déclaration et des acteurs, il est formellement aussi important qu'ils prennent des engagements. Et ces engagements vont permettre à ce que le parti puisse être même d'abord la première instance de sauvegarde même de la sécurité même de sa marche. Parce que vous allez quand même me dire, quand vous êtes un leader politique, si c'est du militantisme, vous connaissez quand même vos militants.
Vous connaissez les militants. Donc tous ceux qui vont s'inféoder dans la marche, effectivement, peuvent être épinglés. Vous savez, il y a des anecdotes avec le SDF. Hein. C'est-à-dire que, bon, ils viennent faire le défilé, il n'y a pas de tracts, ils mettent des tracts dans les soutiens et les petits culottes. Et c'est lorsqu'ils arrivent devant le gouverneur qu'ils sortent, n'est-ce pas, les tracts et les pancartes. Vous voyez que vous avez vu le spectacle assez horrible devant le chef d'État où les femmes marchaient pratiquement nues, des gens torse nus, c'est du vandalisme à tout vent. C'est du vandalisme à tout vent. Et quand vous donnez des signaux comme ça aux responsables, parce que demain, elle peut également être du pouvoir. Quand vous êtes un homme responsable, vous voyez ce genre de choses. Effectivement, que vous commencez à prendre qu'il faut prendre des mesures. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, le pays est testé par les entrepreneurs de la guerre, par les entrepreneurs du chaos. Il est important aujourd'hui que les hommes politiques prennent la mesure de la chose. Et la mesure de la chose, c'est de permettre aux Camerounais d'être dans la paix. D'être dans la paix. Je n'ai pas parlé aujourd'hui de la FECAFOOT, je ne sais pas où elle a pris la FECAFOOT. J'ai dit que le deuxième vice-président siégeait en commission des finances. Et le deuxième vice-président, le président Mbandam, connaissent effectivement tous les dossiers de la CAN, puisque c'est devant eux. Ce que vous ne savez pas, et il faut que les Camerounais le sachent, c'est que lorsqu'un ministre vient à l'Assemblée, ils ne viennent pas surprendre les députés. Tous les responsables ont les dossiers de ce sur quoi le ministre vient défendre. Ils savent. Et c'est dans le moment d'attirer l'attention de l'establishment en disant, là, il y a problème sur ce budget, ainsi de suite. Ils ne le font pas. Ils ne le feront jamais. Ils préfèrent la rue parce qu'ils se disent que c'est dans la rue où on tire la légitimité. C'est dans la rue où on démontre que le parti est très fort, très puissant. C'est dans la rue qu'effectivement on se fait voir pour pouvoir garantir, n'est-ce pas, le vote de l'électorat le moment venu. C'est de la comédie pure et simple. Luther Meka, je vous permets de réagir sur une autre question. Vous, dès l'entame de cette émission, vous indiquez que le président de la République s'est fait élire à près de 111% des suffrages exprimés. De quoi a-t-il finalement, de quoi a-t-on peur, puisqu'il a la légitimité populaire? Vous savez, il y a des villes qui sont des villes rebelles. Hein? Moi, je vais à l'est, je vais au centre, je vais au sud. C'est pratiquement un autre monde. Hein? Même dans le Grand Nord, hein? C'est pratiquement un autre monde. Si vous regardez bien les fiefs de marche, vous allez voir que c'est Douala. Et pas seulement tout Douala, c'est à Madagascar. Hein? Vous avez vu le président a marché. Vous savez où il a marché? Le président du MSC, Mbopi, Ndokoti, au niveau de Tradex, là où il y a les motos, les vendeurs, les bayamsa, là, monsieur, dans les moments d'attroupement. Et vous savez, comme c'est quelqu'un de très célèbre, très médiatisé, tous les badauds, tous les curieux viennent et c'est là où il fait le discours. Donc, vous allez comprendre qu'il y a une instrumentalisation de la masse. Hein? Et un endroit bien précis où il y a toujours les marches. C'est pour vous dire, moi j'ai même l'impression qu'il y a deux Cameroun, puisque quand nous parlons même des tensions ici, celui qui nous regarde à l'est ou au Grand Nord, lui il est surpris, puisqu'il vague à leur occupation. La ville tension, c'est la ville de Douala. Et c'est normal parce que c'est une ville qui est tellement émoustillée, qui est une ville d'affaires où des gens sont aussi émancipés dans l'actualité politique. Maître Adeline Diongan, comment on concilie manifestation, maintien de l'ordre? Ou simplement, comment on concilie les manifestations et la paix? C'est facile à concilier, M. Yves. Je pense que chaque fois qu'un Camerounais sent le besoin de manifester ou de faire un appel à la conscience, lorsqu'il fait sa déclaration, si l'autorité administrative met sous la houlette de ce demandeur ou de ceux déclarant la manifestation, les autorités, les forces de l'ordre, de maintien de l'ordre, tout ce qu'on fera, c'est d'encadrer celui-là et de l'accompagner dans ce qu'il fait. Mais, monsieur Yves Sanjo, le réel problème,
Et comme vous, tout à l'heure, vous avez si bien posé la question, si on est légitime, si on est élu à plus de 71%, pourquoi on est si frileux? Pourquoi a-t-on si peur? De quoi a-t-on peur? De qui a-t-on peur? Puisque nous sommes, si vous êtes élu et que vous êtes légitime, et que vous reconnaissez votre peuple, et que le peuple se reconnaît dans vous, est-ce que ce peuple pourra-t-il vous rejeter ou détruire? Non. Ce que M. Luther Mécano dit pour Camerounais, c'est que tous les Camerounais, même ceux qui vous écrivent, il y a un malaise profond. Ces jeunes-là qui marchent dans la rue et qui peuvent suivre à un moment donné, c'est parce qu'ils ont un problème de survie. Il y a plein de jeunes, lui-même il parlait des chômeurs et autres, mais ces chômeurs-là, ce sont des Camerounais qui ont des problèmes de survie. Et c'est la raison pour laquelle ils sont dans la frilosité. Tout à l'heure, il a dit que les gens vont toujours chercher des coins d'Okoti, Madagascar. Mais seulement à titre de rappel, Nintu s'est retrouvé plutôt à Fokoudouche. Quand vous prenez entre Garantie jusqu'à l'immeuble Batirama, il n'y a pas de foule. Il n'y a pas un monde fou. C'est tout juste après Finesse que vous trouvez la foule. Même à ce niveau-là. Pourquoi l'interdit de marcher? Puisqu'il n'y a pas de foule. Puisqu'on a dit qu'on cherche plutôt des coins où ça va faire sensation. Mais à cet instant précis, à l'immeuble Batirama, il n'y a pas une foule pour faire une sensation. Et je pense que ce qu'il faut faire, c'est que le gouvernement en place et les autorités administratives commencent à accepter que des personnes, des Camerounais qui font les déclarations de manifestation, puissent manifester paisiblement et tranquillement. Et que tout ce que les forces de l'ordre feront, c'est de les accompagner tout simplement pendant cette marche. Là, alors, tout à l'heure, M. Luther Mécano est encore revenu sur la validation des budgets de la CAN. Mais seulement ce que M. Luther Mécano ne dit pas aux Camerounais, c'est que M. Luther Mécano, lorsque, même à l'Assemblée, lorsque les ministres font des propositions et que même le SDF fait la contre-proposition, votre majorité obèse à l'Assemblée, la majorité obèse du RDPC, ne permet que rien ne passe. La majorité obèse bloque et tout, même l'enquête parlementaire par rapport au scandale de la CAN, ce n'est pas passé. Ok, on a validé même les montants de la CAN. Mais est-ce que ce sont les députés qui ont attribué les marchés? Non. Que ceux qui ont attribué des marchés aussi, qu'on sanctionne même ceux-là qui ont pris des montants faramineux pour ce qui coûte très moins cher. Qu'on sanctionne aussi cela. C'est cette impunité-là qui revolte les Camerounais. Parce qu'on ne peut pas être dans un régime où on ne punit pas, d'autres s'enrichissent. Et il y a ceux-là qui n'arrivent même pas à vivre et qui n'arrivent même pas à avoir du pain quotidien. Et c'est ça le réel problème au Cameroun. Tia, vous allez réagir. J'ai reçu une masse. Je vais, s'il vous plaît, Luther, je vais vous permettre de réagir. C'est tout à fait normal. Bonjour à vous, bonne émission. Bonjour particulièrement à monsieur le sous-directeur du CICC, à Dengoyo. Bon dimanche à tous. C'est signé Vie AP. Vous devez le connaître. Bonjour. Est-ce qu'il est permis de se défendre quand on est attaqué par un homme en tenue pour une raison antagoniste? Si vous ne signez pas vos messages, j'aurai du mal à les rendre publics. Parlons aussi des coups de feu qui ont improvisé les marches de Paris. La Fontaine, dans ses fables, disait que la raison du plus fort est toujours la meilleure. Le régime fera tout pour avoir toujours raison. Il faut signer. Je reçois tellement de messages. Si vous ne les signez pas, c'est un peu difficile. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites à M. Meka de ne pas nous nourrir d'espoir. Il est du parti au pouvoir. Où va l'avenir de nos enfants, M. Meka? Soyez sincère. Merci, c'est François depuis EDEA. Vraiment, je vous ai dit que je ne recevais pas d'appel. Hein. Je vous permets de réagir au débat. Je tenterai d'évacuer vos SMS. Shame to the rolling party. Alors, évidemment, les injures, non. Ça ne passe pas également ici. On a un code de conduite qu'il faut respecter. Il faut respecter le panel qui accepte de se déplacer tous les dimanches. Donc, restez politiquement courtois. Luther, allez-y. Oui, je consens que la vraie solution, c'est effectivement de s'occuper de ceux qui sont des sans-emploi. Parce que, comme vous avez pu le constater, tous ceux qui suivent les marches, tous ceux qui veulent marcher, sont effectivement les sans-emploi. Les chiffres nous démontrent qu'il y a 90% de Camerounais dans le secteur informel.
près de 15 à 25%, 30% de taux de pauvreté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous ceux qui suivent les marches, c'est tous ceux qui ont besoin d'emploi. Et c'est tous ceux qui sont effectivement dans le seuil de pauvreté. Même comme je suis sûr qu'on ne peut pas vivre avec moins $1. Ça, c'est les standards ailleurs, hein, parce que mon professeur de sociologie d'économie me disait que quand on mange le vin, on boit un peu de vin de palme, un peu de gibier, ça dépasse déjà, ça dépasse déjà $1. Mais en fait, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour qu'il y ait la paix, c'est qu'effectivement, tous les jeunes qui n'ont pas d'emploi doivent effectivement être pris en compte. Notamment, il y a le programme triennal jeunes. Ce programme doit intéresser les jeunes et ceux qui sont responsables de ces programmes doivent démontrer aux jeunes les opportunités que les jeunes peuvent avoir d'être financés, n'est-ce pas, dans ces projets-là. Parce que je sais qu'il y a des potiers, il y a des artistes, je vois des jeunes qui font des très jolis tableaux, il y a ceux qui font de la coiffure, qui ont des salons de coiffure. Il faudrait qu'il y ait une communication tout azimut pour que chaque Camerounais puisse bénéficier de cela. Et effectivement, la mobilité sociale de la jeunesse, la mobilité sociale, l'ouverture de la mobilité sociale dans les recrutements publics et parapublics. Et ce n'est que lorsque le Camerounais va voir que lorsqu'il entre à l'école polytechnique, il est major et qu'il est approché par des entreprises parapubliques, où il y a une multitude d'offres, effectivement, cela va désengorger la colère que ces partis vendent aux Camerounais. Parce qu'ils instrumentalisent la colère des Camerounais. Ils instrumentalisent les besoins d'emploi en faisant croire que s'ils arrivent au pouvoir, toutes ces personnes qui n'ont pas fait d'école, qui n'ont aucune qualification, et tous ceux qui sont dans le sous-emploi seront employés, ce qui est pratiquement faux. Ça n'existe dans aucun pays, mais c'est cette illusion qu'on vend. Et c'est pour ça que le parti que je soutiens devrait effectivement prendre pour cible la jeunesse sans emploi et trouver de l'emploi aux jeunes et financer les projets pour que désengorger une masse critique de ceux qui suivent ces vendeurs d'illusions. Thierry Suebo, la question de fin pour sortir de ce sujet, comment on concilie liberté de manifester et maintien de la paix? Alors, vous revenez toujours sur la liberté de manifester. Vous me forcez à m'y prononcer là-dessus en tant que journaliste. Je sais qu'il y a le droit des confrères qui ont été, d'une manière ou d'une autre, comme on peut dire, bafoués il y a quelques jours. Mais regardez aussi qu'après les enquêtes préliminaires, les mêmes personnes qui ont mis la main sur des confrères ont compris qu'il n'y avait pas de délit de presse, où il n'y avait pas de quoi que ce soit et il fallait les remettre en liberté. La chose qu'on doit se contenter, c'est quand même le fait que les deux confrères ont été mis en liberté. Alors, à la fois, l'État fouette et à la fois, il est aussi souple. Alors, je voulais, pour continuer, interpeller le patriotisme auprès de nos politiques et plus particulièrement les membres du RDPC, le MRC et puis le SDF. Alors, je voudrais dire quelque chose. En 1990, j'étais déjà né. J'ai vu des gens manifester. En 1992, j'étais né et j'ai vu des gens manifester jusqu'à ce que nous sommes en 2019. Les gens continuent de manifester. Alors, il y a un adage anglais qui dit « If you cannot beat, you should join ». Alors, à partir du moment où nous manifestons et que ça ne change rien, 20 ans, 25 ans, 30 ans après, essayons de changer de politique. Parce que après tout, lorsque j'ai parlé du patriotisme, il faut construire un pays qui s'appelle le Cameroun. Une chose qui est réelle et qui est constante, c'est quand même le fait que les gens manifestent parce qu'ils veulent des routes. Les gens manifestent parce qu'ils veulent se sentir camerounais comme des autres. Les gens manifestent parce qu'ils veulent vivre, ils veulent trouver de l'emploi, ils veulent se retrouver à l'ENAM comme les autres se retrouvent sans toutefois payer de l'argent. Voilà en principe ce qui pousse les gens à manifester. Cela m'amène à prendre la même opinion que M. Meka. Il a si bien dit tout à l'heure qu'il y a un grand nombre
de nos compatriotes de la jeunesse, à peu près 90% qui ont besoin de l'emploi. Ils veulent travailler. Et voilà donc une chose qu'il faudrait que les politiques comprennent. Parce que si vous regardez depuis 5 années, 10 années en arrière, vous allez vous rendre compte quand même que notre pays a confronté beaucoup de défis, que ce soit à l'extrême nord de notre pays, que ce soit à l'est de notre pays. Aujourd'hui, c'est le nord-ouest. Et en plus, il y a un nouveau front qui est créé en Gandéré. Et comprenez déjà que pour mener une guerre, ça demande des hommes et ça demande de l'argent. Et lorsque on puise cet argent-là, on met dans la guerre, ce n'est pas ailleurs qu'on prenne cet argent, c'est toujours dans le même trésor public que nous connaissons tous. Alors, face donc à cette situation, vous vous êtes rendu compte que depuis pratiquement 3 années, depuis 2016 à ce jour, l'État quand même continue, ou le trésor public continue à payer les fonctionnaires. La masse salariale des fonctionnaires au Cameroun sur 30 jours est à peu près à 70 milliards de francs. Et sur 3 années, l'État continue de payer malgré tous ces défis-là. Nous devons donc comprendre en fin de compte que malgré tout ce qui se passe, que ce soit la corruption, la malversation financière, l'État quand même continue à faire quelque chose. Et si nous regardons le nombre de projets qu'il y a sur le terrain, nous comprenons donc tous qu'ensemble, l'État du Cameroun est en train de vouloir faire quelque chose pour notre pays, pour notre beau et cher pays. Et il faudrait donc qu'on essaie de comprendre donc la manifestation au Cameroun ne peut pas apporter de fruits. Si c'était le cas, le président John Froudi l'a essayé à plusieurs reprises, ça n'a rien apporté. Alors, on peut donc apporter le changement autrement. Essayons donc de réfléchir ensemble aux sorties même d'ici, Madame l'avocate, Monsieur Meka, qu'on essaie donc de regarder ensemble comment est-ce qu'on va apporter la solution à nos jeunes sœurs et frères qui sont là dehors, qui nous attendent, qui nous écoutent, parce qu'ils ont besoin à ce que nous les montrons le chemin de leur avenir. Voilà, peut-être la deuxième thématique nous plongera au cœur des enjeux électoraux qui sont annoncés pour cette année 2019. Je vais évacuer ces quelques SMS. Bonjour à vous, le plateau. Si le MRC avait respecté l'interdiction du 26 janvier, il n'y aurait pas eu de casse de nos ambassades en Europe. C'est David qui nous a écrit ce message. Je vais évacuer, j'en ai reçu tellement. Hein. Bonjour le panel, nous sommes dépassés. Ce n'est pas un rapport de force, la liberté ne se donne pas, elle s'arrache. C'est Kanwa depuis Garoua qui nous a écrit ce message. Bonjour à vous, j'appelle les Camerounais à changer de mentalité. La même chose qui s'est passée en France, c'est ce qui devrait se produire au Cameroun lorsque les manifestations, si jamais la force de l'ordre n'intervenait pas, rien ne peut se résoudre dans le désordre. C'est Yves, la maire de Douala, qui nous a écrit ce message. Quand le RDPC organise les meetings partout, ils boivent du bon vin, du champagne, ils chantent, ils dansent, font du bruit dans les maisons du parti, alors même que derrière, les gens ont faim et soif. On va prendre la deuxième thématique inscrite à l'ordre du jour ce dimanche. On parle du recensement de la population. Une opération a été lancée par la chute du décret du chef de l'État, c'était en 2011. 2019 étant une année électorale, que peut être l'impact de cette opération sur le processus électoral? On parle d'élections municipales, législatives et régionales annoncées au cours de cette année 2019. D'abord, Dr Raymond Dengoyo, quelle est l'importance du recensement de la population sur le processus électoral au regard des dispositions de la loi? Bon, d'abord, c'est toujours bien de maîtriser ses ressources humaines. De manière générale, même une entreprise a toujours besoin de maîtriser ses ressources humaines, que ce soit la fonction publique et encore plus l'État. Donc, le recensement d'une population vise essentiellement, premièrement, à ce que l'État puisse maîtriser ses ressources humaines. Quel est le nombre exact de sa population? Parce qu'en réalité, avant même de faire un lien avec le processus électoral, le recensement de la population a aussi un impact social, ça a un impact économique, ça a un impact culturel et aussi un impact dans politique.
Parce que sur le point de vue social, le nombre de ta population doit t'amener à projeter la satisfaction de leurs besoins. Si on a 15 millions d'habitants, on ne peut pas avoir les mêmes besoins de 20 millions d'habitants. Donc du coup, il y a un réajustement des politiques publiques, qu'elles soient économiques, sociales et culturelles. Bon, maintenant, sur le point de vue économique, lorsque on recense, on maîtrise sa population, on peut également mettre en œuvre une politique économique, soit de diversité de l'économie, pour diversifier cette économie, pour créer des richesses et autres. Parce que n'oublions pas qu'autour de tout cela, ce qui est au centre en réalité, c'est la satisfaction de l'homme en général. Bon, maintenant, sur le processus électoral, effectivement, il y a un impact, un enjeu même, un enjeu démocratique, un enjeu de légitimité. Parce que si on a 20 millions d'habitants et qu'au cours d'un processus électoral, on n'a que 5 millions qui se sont peut-être inscrits sur les listes électorales, et au finish, on a 2 millions qui ont voté, ça nous amène à comprendre qu'il y a un sérieux problème dans ce pays. Parce qu'en réalité, il devait avoir une réponse, une proportion entre la population et l'implication de celle-ci dans le processus électoral. Bien évidemment, vous voyez, normalement, dans un pays qui est habitué à la démocratie, les opérations du genre porte à porte, allez vous inscrire dans la liste électorale, ça ne devait pas exister. Parce que c'est ancré dans la culture de chaque individu. Il sait que je dois participer aux affaires de mon pays. Mais si on commence encore à courtiser les uns et les autres, c'est parce qu'il y a des amours. Alors on a estimé, beaucoup de gens, la population estime que ça ne vaut plus la peine. Donc dans le processus électoral, c'est bien, je pense que normalement, cette action devait être même concertée avec Elé Kamunfwa. Pendant qu'on recense, autant mieux inscrit également. Ça sera une avancée extraordinaire pour tous les partis politiques parce que, quoi qu'il en soit, le changement ne se fera jamais chez vous. Le changement se fait lorsqu'on fait une action, c'est-à-dire on va voter. Si les Américains n'étaient pas allés voter, on n'aurait jamais eu un président noir comme Barack Obama. C'est parce que les Américains sont tous levés, sont partis voter, on investit notre président. Alors il faudrait que les Camerounais sachent que le recensement de la population, c'est à plus d'un titre. Premièrement, ça leur permet réellement de savoir qu'ils existent, qu'ils vivent dans un pays et ils sont considérés comme tels. Et puis maintenant, c'est aussi un élément de les inciter vers une implication dans les affaires de la société de manière générale. Luther Meka, l'opération de recensement de la population est en cours. On aurait attendu certainement les résultats. Ça fait exactement un peu plus de... On va parler un peu plus de 5 ans que cette opération est lancée. Avec l'avènement des élections pour cette année, on aurait attendu avoir peut-être ces chiffres-là pour éviter que les données pour ces élections prêtent à confusion. Vous savez, lancer un recensement, cela a un coût, une mobilisation, un temps, une période. Et si mes informations sont exactes, le dernier recensement date de 2005. 2005. Donc cela prend du temps. Et le problème, ce n'est pas seulement les données sur le plan électoral, savoir combien de Camerounais nous sommes, combien de Camerounais sont en âge de voter. Il s'agit quand même d'avoir un certain nombre de données intéressantes, notamment le taux de pauvreté, ceux qui vivent en deçà de la moyenne, ceux qui sont, n'est-ce pas, qui sont à un niveau assez élevé, le taux de mortalité, le taux de natalité, quels sont les vieux aujourd'hui. Les derniers chiffres, ils parlaient de 6%. Qui vont de 65 ans et plus. Et on disait que les jeunes étaient à plus de 80%. Aujourd'hui, donc ces données, tous ces chiffres permettent à ce qu'on puisse avoir, n'est-ce pas, des segments, un certain nombre de données qui nous permettent d'avoir une lecture claire de notre population. Et il est aujourd'hui important de savoir quelle est la masse critique qui est capable, n'est-ce pas, de voter, à l'âge de voter. Quel est le nombre, le chiffre de la population camerounaise. Vous savez, depuis on dit 25 millions, mais le chiffre officiel dans les documents officiels, partout, c'est 19 millions. 19 millions. Donc, c'est des estimations et je trouve qu'il est important que ce recensement soit vraiment fait et qu'on puisse, n'est-ce pas, avoir un certain nombre de données qui nous permettent effectivement de pouvoir engager l'avenir du Cameroun avec sérénité. Il y a les chiffres que nous avons, 90%
secteur informel. 45% des Camerounais trouvent le travail sur le plan familial, à travers le plan familial, le plan politique et tout ça. Il nous faut ces chiffres-là pour comprendre aujourd'hui la population. Donc pour moi, c'est véritablement bienvenu. Ça nous permettrait effectivement de connaître aujourd'hui quelle a été la densité de la population et surtout la répartition des richesses. Parce que Malthus disait effectivement qu'il faudrait qu'il y ait un prorata entre l'évolution de la population et la répartition des richesses. Oui. Maître, sur le recensement de la population, il y a un enjeu, il y a quand même les échéances qui sont annoncées pour cette année. Ce recensement, il aurait peut-être été important de les avoir, d'avoir les chiffres avant le scrutin. Oui, surtout qu'il est important d'avoir les chiffres avant le scrutin parce que, voyez-vous, c'est vrai que mon voisin d'à côté a parlé de l'impact social, économique et autres, mais sur le plan politique, même dans les différentes circonscriptions, lorsqu'on va à une élection, il est important de savoir et de connaître le chiffre réel, même de sa localité, de son arrondissement. Parce que, voyez-vous, et même l'âge des personnes en âge de voter et autres, parce que généralement on va solliciter des suffrages et c'est vers cette personne qu'il faut aller et il faut généralement connaître le chiffre exact de ces personnes. Mais comme les autres l'ont si bien dit, ce recensement, l'impact n'est pas seulement sur le plan électoral, mais il faut même connaître le nombre de Camerounais, mais les jeunes même ayant des problèmes d'emploi et autres, parce qu'il faut exactement savoir combien nous sommes. Mais seulement, il y a souvent une peur avec cette histoire de recensement, parce que, comme on parle du dernier recensement qui date de 2005, on a eu l'impression, lors de ce dernier recensement, qu'il était un peu fictif. Et je vais m'expliquer. Parce que, voyez-vous, lors de ce recensement, il ressortait carrément qu'il y avait, par exemple, des zones peuplées comme Douala 3e et autres, où on avait donné un chiffre, et tout le monde était scandalisé d'entendre dire, mais comment peut-on seulement dire que dans cette zone-là, on a seulement 1 400 000 personnes, alors que quand on voit la densité, l'extension même, de manière exponentielle même, de la population dans ces zones, parce que ces zones sont tellement peuplées, et quand on vous donne le chiffre, à un moment on est scandalisé, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il? À un moment donné, on se dit, peut-être c'est à des buts ou à des fins dont l'État seul sait, ou le gouvernement en place sait, on se dit, l'essentiel, on se dit cette année, même s'il faut avoir un recensement, que ce soit un recensement qui reflète la réalité des populations présentes et des populations vivantes sur l'étendue du territoire, pour qu'on connaisse des vrais chiffres, parce qu'on ne veut pas un recensement biaisé. Tia, vous avez le sentiment que les Camerounais comprennent la nécessité du recensement? Je pense que de bon nombre de Camerounais comprennent, mais je m'en vais vous dire quelque chose que je pense que certains ne maîtrisent pas. Lorsqu'on parle de budget d'investissement dans un pays, je pense qu'on tient compte de la démographie. Alors, regardez avec moi, en 1994, le Cameroun avait à peu près 15 millions d'habitants, moins ou égal. Et on s'en sortait avec à peu près 400 milliards comme budget. Et entre 1994 à ce jour, nous sommes à plus de 20 ans et nous sommes passés de 15 millions d'habitants à 25 millions pratiquement. Et le budget est passé de 400 milliards à 4 000 milliards. Si vous essayez de regarder l'augmentation, le taux d'augmentation, vous allez voir à peu près 100% ou peut-être 300%, je ne sais pas. Et j'ai envie donc de croire que lorsqu'on parle de recensement au Cameroun, il y a souvent un but politique. Le but politique, en fait, c'est quoi ici? C'est parce que si vous vous rendez compte, lorsque on parle de budget d'investissement, et on parle maintenant de l'autre côté de la politique. Alors, lorsqu'on attribue, par exemple, je prends juste un exemple simple, 1 million pour une ville comme Douala, avant d'attribuer 1 million, on tient compte du nombre de personnes qui habitent la ville de Douala. Et en retour, maintenant, lorsque Douala reçoit ce budget, au moment d'investir, ça ne suffit pas.
Le budget vient maintenant et puis ça ne suffit pas pour les projets ou pour le nombre de personnes qu'il fallait. Mais au moment de découpage ou au moment de comptage, on essaie de dire, ok, Douala est une ville, par exemple, d'opposition, par exemple. Il faudrait plutôt qu'on parte en DOP. Je prends un exemple, comme ça, on part plutôt en DOP où l'autre partie a plus de personnes ou peut facilement fonctionner. Et puis on donne 2 millions en DOP et puis on revient à Douala, on dit ok, Douala a 1 million. Et en fin de compte, donc, si vous regardez la répercussion économique, c'est donc pourquoi vous voyez le déséquilibre en termes d'investissement. Vous partez dans d'autres villes, vous vous rendez compte que ça évolue et vous venez ailleurs, vous voyez que ça n'évolue pas. Voilà un peu quelque chose qui est caché parce que ça favorise les politiques, mais économiquement, ça a un impact très négatif. Parce que si vous regardez comment est-ce que le budget évolue, mais les infrastructures au Cameroun ne suivent pas. Nous passons de 15 millions d'habitants pour 400 milliards de budget, 15 millions à 25 millions. La démographie, ça s'augmente juste de 10 millions d'habitants, mais le budget passe de 400 milliards à 4000 milliards. Nous avons encore un problème, des problèmes de route, des problèmes d'école, des problèmes d'emploi et autres. Je pense donc qu'il est temps pour que les choses essayent de changer, que nos dirigeants essayent de mettre un accent, quitte à ce que, si ces recensements-là, je pense que le chef de l'État lui-même a constaté, ce que moi-même je suis en train de constater ici sur le plateau, c'est justement peut-être le pourquoi il demande à ce qu'il y ait un recensement réel, qu'on sache donc dans telle ville, il y a quel nombre de personnes et s'il faut attribuer le budget, il faut attribuer combien. Merci. Docteur, est-ce que l'informatisation de l'état civil n'aurait pas été un avantage dans cette opération? Pratiquement, j'aurais dit oui, parce que c'est un pas vers la numérisation. Et nous savons très bien que l'informatisation de quelque chose, de manière générale, a un impact. Un impact au niveau de l'utilisation, au niveau de la maîtrise réelle. Et puis on voit également qu'en termes d'efforts, il y a moins d'efforts. Parce qu'il suffit simplement d'un clic, des onglets, et puis on a tout ce qu'on veut. Ça, c'est bien. Mais malheureusement, au Cameroun, vous savez, on est un pays de projets et de programmes. Je crois que cette affaire de l'informatisation de l'état civil, c'est une vieille histoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu l'aboutissement. Il n'y a jamais eu les données réelles, les retombées. Simplement pourquoi? Parce qu'on se situe entre avancée théorique et hésitation pratique. C'est là où nous, au Cameroun, on se situe généralement. Il y a tellement d'avancées théoriques, mais de manière pratique, beaucoup d'hésitation, au point où on aurait cru que nous sommes en train de faire une danse bafia, un pas en avant, un pas en arrière, un pas en arrière. Et finalement, quand on fait un pas en avant, un pas en arrière, on est sur place, parce qu'on n'avance pas. Donc voilà ce problème. Et puis même de l'autre côté, oui, tout système qui peut être mis en place a des avantages et des inconvénients aussi. Vous voyez, il suffit simplement qu'un serveur prenne feu. Toutes les informations qui sont contenues dans le serveur vont également disparaître. Donc la numérisation, pour ma part, ne doit pas totalement écarter l'archivage physique et réel. Parce qu'à partir de là aussi, on peut s'en référer. Vous voyez les problèmes informatiques, il suffit simplement, je ne suis pas un as de l'informatique, mais il y a des virus qu'on peut introduire à gauche, à droite, ça vous grille tout le système, vous ne pouvez plus avoir accès à une quelconque plateforme. Moi je pense simplement, pour finir Yves, que c'est une issue heureuse, ce recensement, parce que tous les panélistes ici sont d'accord, nous voyons l'impact, c'est diversement apprécié et à plusieurs segments. Maintenant, il faut simplement qu'on ose et qu'on fasse réellement ce qu'il faut faire pour que nous puissions avoir la maîtrise réelle des données concrètes. Quitte à ce qu'on procède soit par informatisation ou même par recensement physique, il n'y a pas un problème. Qu'on combine les deux méthodes pour que, quoi qu'il en soit, on puisse avoir finalement le résultat qu'on attend depuis des années. On va sortir de ce sujet en évacuant un dernier SMS. J'en ai reçu environ une centaine. Je vais évacuer peut-être ce SMS qui a un rapport avec la thématique. Bonjour à vous. Le recensement de la population a un impact sur le processus électoral car il prépare la population
pour le bon choix de ces dirigeants, de savoir qui ils vont voter. C'est signé Pinkot Ngao depuis Ndiapostin. Merci de nous envoyer vos messages. Je voudrais qu'on dise un mot rapidement sur la dernière thématique inscrite à l'ordre du jour. Ce sera en un mot, je parlais de l'explosion de la dette publique. Luther Meka, sur cette question, la préoccupation des Camerounais, c'est de savoir, on a pris de la dette, certes, on n'a pas atteint le seuil critique, mais les projets qui étaient annoncés dans le cadre des grandes ambitions du chef de l'État, certains sont sortis, certains, on a du mal à voir la trajectoire. Bon, c'est parce que les gens ne veulent pas voir la trajectoire. Le chef de l'État, sur l'impulsion du gouvernement, le président Dion Ngute travaille. Nous avons les stades, il y a les autoroutes qui sont en train d'être faits, il y a les projets structurants énergétiques. Sauf que ces projets structurants énergétiques sont devenus un serpent de mer. Je ne pense pas. Je crois qu'il y a eu une élection présidentielle et puis il y a eu un temps pour se remobiliser. Je crois que les chantiers sont remobilisés. Quand vous parlez d'explosion de la dette, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui a changé entre-temps. Puisque, écoutez, de 2014 à 2018, on est passé de 3 726 milliards de francs CFA à 7 137 milliards de francs CFA. Ça fait une moyenne d'1 milliard de francs CFA durant, de 1000 milliards de francs CFA durant ces 4 années-là. C'est beaucoup. Oui, mais le problème, c'est que le seuil demandé par rapport au PIB, c'est 70%. Nous sommes à 30%. Je ne trouve pas de problème. Et puis dans la dette, le problème, c'est peut-être ce qu'on a fait avec cet argent. Et puis dans la dette, on a du mal à toucher du doigt. Et puis dans la dette intérieure qui est de 1571 milliards, on a déjà payé près de 750 milliards, plus de la moitié. Donc, moi, je ne sais pas où il y a le problème. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes dans les chantiers et ces chantiers ont un coût, ont un certain nombre de mobilisations des fonds. Et attendons voir à échéance 2020 pour évaluer cela. Moi, je comprends que toutes ces dettes que nous contractons, c'est effectivement sur le plan... Vous savez qu'on n'a pas de capacité de remboursement, c'est peut-être ça qui préoccupe aujourd'hui. Non, il y a une soutenabilité de la dette qui est tout à fait... Je viens de vous donner les chiffres par rapport à... Oui, on n'a pas atteint le seuil, mais jusqu'ici, il faut par exemple... utiliser d'autres mécanismes. On aurait pu utiliser des mécanismes liés par exemple à la transformation de nos matières premières qui nous faciliterait l'entrée des devises. Mais là, on est obligé parfois d'aller sur le marché financier, faire des prêts parfois pour rembourser ces dettes-là parce qu'on n'a pas la capacité de remboursement qu'on aurait souhaité. Non, il y a tout à fait une soutenabilité de la dette intéressante. Et vous êtes bien informé que la Chine nous a épargné d'une dette de près de 42,5 milliards. Donc, effectivement, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont faites. Moi, je trouve que le débat est un non-événement. C'est un non-événement parce que la dette, notamment le seuil de la dette à CEMAC, c'est 70% du PIB. Et nous sommes à 30%. Et tous les Camerounais savent très bien que toute cette dette est contractée pour pouvoir accompagner des projets qui auront une rentabilité, notamment sur la vie. Donc vous n'êtes pas inquiet de savoir que Lampanga ou Mavele sont toujours attendus en 2019? On ne sait pas très bien si on va... Non, il ne faut pas jeter l'incertitude. Il ne faut pas jeter l'incertitude. Les projets sont en marche. Les gens y travaillent. Et je vous ai dit, d'ici échéance 2020, on fera le bilan. Il ne faut pas jeter le doute. Toutes ces dettes-là, c'est pour... vous savez qu'on a également un certain nombre de problèmes. Il y a des aléas avec la crise anglophone, avec Boko Haram. Il y a un certain nombre d'aléas qui permettent quand même qu'il y ait un certain nombre de retards. Moi, je trouve qu'il ne faut pas jeter l'incertitude. Il faut attendre. On va évaluer cela. Un mot sur cette dette publique, Maître Adeline Diongon. Oui, merci, M. Yves. Si le montant ne préoccupe pas, on est loin du seuil critique. On peut quand même se poser 2 ou 3 questions. Non, moi, je me pose toujours des questions. Et comme tout à l'heure, vous avez souligné le cas de Lampanga et Mavele, ce sont des très vieux projets. Aujourd'hui, je pense que ces projets devaient déjà être devait être déjà à terme et aujourd'hui, nous devions plutôt rentabiliser, plutôt profiter de la production de quoi que ce soit. Et tout à l'heure, comme il a dit, le problème au Cameroun, c'est que généralement, on tâtille, on piétine, on reste sur place. Ça veut dire, on dit, on va débloquer de l'argent, on va mettre dans tel projet et on se retrouve 5, 6, 7 ans, 8 ans après, ça piétine et ça ne décolle pas.
Et quand ça piétine, ça ne décolle pas à un moment donné. Quoi que vous fassiez, prenez même économiquement l'entrepreneur qui va, il crée une entreprise ou il entreprend de faire quoi que ce soit. Quand il met de l'argent, c'est pour se dire dans un délai d'1 an, de 2 ans, je vais commencer déjà à mettre mon activité en exergue, rentabiliser, produire et gagner si. Mais si on met tout cela dans un panier et qu'à la fin, on ne rentabilise pas pour gagner et on ne produit même pas, à un moment donné, on piétine. Et c'est la raison pour laquelle il dit, peut-être on est encore dans les 30%, mais et ça, si nous atteignons les 70%, c'est que ça, c'est la mort subite. Et puis, il ne faudrait pas que nous arrivions à ce stade-là. Et je pense qu'à un moment donné, qu'on cesse de piétiner et qu'on passe à des choses pratiques et que concrètement, qu'on aille, lorsqu'on lance des projets, qu'on aille jusqu'au bout. Le président l'a dit, hein. Non, mais nous piétinons. Oui, on a dit, mais quand on fait... D'ailleurs, il y a un deuxième DCE qui est en cours de préparation. Ce n'est pas la même durée que des pays comparables à nous. Il a dit, donc... Souhaitez-vous un mot sur la dette on doit se mobiliser. Le Cameroun peut dormir sur ses lauriers en se disant, bon, on n'est pas très inquiet, mais il y a quand même que c'est de l'argent qu'on a pris pour des projets et pratiquement 7 ans plus tard, plusieurs de ces projets ne sont pas sortis véritablement, ne sont pas opérationnels. Alors, lorsque j'étais journaliste, je réfléchissais comme maître, je réfléchissais comme le docteur et puis tous les autres Camerounais lambda. Mais il fallait que je passe de journaliste à entrepreneur pour comprendre ce que c'est que des engagements. Alors, je ne voudrais pas que nous confondons le Cameroun au Gabon, ou que nous confondons le Cameroun au Tchad. Pourquoi? Parce que vous devez tenir compte de la multitude d'ethnies que regorge le Cameroun. C'est-à-dire, c'est pour dire donc gérer le Cameroun n'est pas aussi facile comme nous pouvons croire. Alors, être président de la République du Cameroun n'est pas facile comme vous pouvez croire, parce que là, gérer des Camerounais avec plus de 250 ethnies qui ont des comportements différents, avec des cultures différentes, comprenez que ce n'est pas facile. Je m'en vais là vous dire donc quelles difficultés le chef de l'État peut avoir à faire exécuter un certain nombre de décisions. Voilà en principe la situation. Alors pour revenir sur la dette, je vais déjà vous dire que le Cameroun a encore une crédibilité énorme aux yeux des bailleurs de fonds, parce que si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas régulièrement eu l'accès auprès donc le Cameroun a souvent. Alors j'ai évoqué tout à l'heure que malgré le fait que nous sommes confrontés depuis plus de 3 années à une crise qui ne dit pas son nom, vous voyez la que Damaroua est désormais également en ligne de mire de... Effectivement, vous voyez justement donc jusque là les salaires des fonctionnaires sont payés, et j'ai parlé d'à peu près 70 milliards qui sont payés tous les 24 jours du mois. Ce n'est pas facile. Reconnaissons quand même cet effort. Nous avons vu le petit Tchad à côté qui a eu une petite crise économique, et c'est le Cameroun qui est allé au secours du Tchad pour qu'il puisse payer les fonctionnaires. Voilà donc autant de choses qu'il faut tenir compte. Et maintenant, côté économique, comme a dit ma sœur maître, comprenez donc qu'il y a justement ce qu'on appelle le retour en investissement. Les prêts qui ont été entrepris les années antérieures n'ont pas été jetés dans la poubelle. Nous regardons tous, nous voyons tous le port en eau profonde qui est en cours. Nous voyons les différents barrages et nous pouvons à peu près imaginer le coût du pont sur le Vouri et beaucoup d'autres. Sans être partisan, lorsque c'est bien, il faudrait qu'on essaye quand même d'apprécier. Vous n'allez pas refuser avec moi que depuis pratiquement 3 ans ou 4 années, le Cameroun que nous voyons depuis 4 ans n'est plus le même Cameroun que nous avons vu il y a 10, 15 ans, 20 ans. Les choses quand même sont en train de faire semblant de bouger, et comme c'est notre pays tous, il faudrait que nous essayions d'encourager cela. Voilà ce que je veux dire. On va sortir de cette émission. La portion accordée à ce programme ce dimanche s'achève donc. 82 messages au compteur. Merci pour votre confiance à ce programme politiquement incorrect. Je vais dire merci au docteur Raymond Dengoyo, qui est universitaire juriste.
Merci d'avoir fait le déplacement ce dimanche. Juste à proximité de vous, on avait Maître Adeline Diongon, avocate au barreau du Cameroun. Elle est également du Social Démocratique Front, le parti de la balance. Tia Suebo est entrepreneur, journaliste de formation, membre de la société civile. Merci d'être venu ce dimanche. Je vais dire merci également à Luther André Meka, universitaire, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est tout pour cette livraison de Politiquement Incorrect ce dimanche. Bon dimanche en compagnie de nos programmes. Au revoir.